suis un des amis critiques de Michael Werner. J'observe son mode de vie étrange. J'y fais référence avec scepticisme, mais aussi un grand intérêt. Je le trouve extrêmement fascinant. Lorsqu'un scientifique entend parler de respirianisme, il devrait être enthousiaste à l'idée de l'étudier et se demander qu'est-ce qui se passe, comment est-ce possible? C'est pour cela que je voulais travailler avec Michael Werner, pour arriver à trouver des preuves scientifiques. Nous savions tous les deux que si nous parlions d'alimentation prana et de respirianisme, il serait difficile d'obtenir une autorisation. Mais j'ai été choqué par la force de l'opposition, ou le mécanisme de défense, comme je l'appelle. Nous avons soumis notre étude au comité d'éthique, mais elle n'a été approuvée qu'au bout de 2 ans. L'expérience a eu lieu il y a 1 an et demi, 10 jours sous surveillance médicale. Ils ont fait en sorte que je ne puisse absolument rien manger. Ma chambre était dans l'unité de soins intensifs. Je ne pouvais pas partir, les fenêtres étaient closes. Faire l'évaluation des données obtenues n'était pas si compliqué. À ce moment-là, on m'a dit qu'un rapport serait publié dans 3 ou 4 mois. Et en effet, c'était une de mes conditions, qu'il publie les résultats, quels qu'ils soient. Et maintenant, 1 an et demi ont passé depuis et les résultats n'ont toujours pas été publiés. J'ai trouvé les résultats plutôt étonnants, presque décevants. J'avais perdu du poids pendant les 10 jours. Il a perdu un peu de poids lorsqu'il était là-bas. C'était toujours incroyable car la quantité de poids qu'il a perdu était minime. Mais on a aussi enregistré une augmentation des corps cétoniques qui indique le jeûne. Je ne peux que deviner ce qui s'est passé. Les conditions étaient difficiles car pendant 10 jours, je n'ai respiré que de l'air conditionné. Je pouvais réellement sentir la différence. Donc, nous avons prévu une 2e expérience en éliminant ce facteur. Deux ans après notre première rencontre, je rends visite au docteur Werner au lac de Neuchâtel où il est en vacances. Pas grand-chose n'a changé. Il ne mange toujours pas. L'étude de Berne n'a toujours pas été publiée, mais il a participé à une autre expérience à l'université de Prague. L'étude à Prague a été programmée car l'étude de Berne n'avait toujours pas été publiée. Alors je me suis dit, passons à autre chose et recommençons depuis le début. Et nous avons conclu que tout ce qui serait documenté serait publié. À la fin de l'expérience, l'homme qui était chargé de l'étude a dit « Nous n'allons pas la publier » et il n'a donné aucune explication. C'est comme ça que le monde scientifique réagit. Il dit « Soit c'est un fou et nous avons un problème, ou alors il a raison et nous avons aussi un problème. Alors il vaut mieux ne pas y toucher. » L'homme chargé de l'étude m'a repoussé à plusieurs reprises en refusant de faire un commentaire filmé. La même chose avec le médecin en chef à Berne. Bien sûr, au final, ils considèrent ce phénomène comme une menace envers leur vision du monde et celle de la médecine allopathe. La médecine allopathe ne réagit pas de façon scientifique, telle qu'on pourrait l'attendre d'un physicien ou d'un chimiste. Si un physicien déclare « les signes sont blancs », ceci est une hypothèse. S'il trouve une centaine de milliers de signes blancs, c'est toujours une hypothèse. Lorsqu'ils trouvent un signe noir, ils font des tests pour vérifier qu'il n'est pas teint. Et si c'est réel, c'est la fin de l'hypothèse. Il suffit d'un signe. Vous avez raison. Si cela était possible en principe, qu'un homme ou 100 000 puissent le faire, cela perturberait de nombreuses théories et la science devrait revoir sa manière de penser.
Mis à part la controverse dans le cas Werner, une étude séparée a été menée en Inde en 2003 qui semble confirmer de manière déroutante le phénomène de l'alimentation prana. Le sujet de ces tests est un yogi qui déclare ne pas avoir mangé ni bu depuis des décennies. Mais que cachent tous ces rapports incroyables sur Internet ? Bien sûr, je suis enthousiaste à l'idée de rencontrer ce mystérieux yogi, et j'ai l'opportunité exceptionnelle de le filmer dans son village natal. Mataji Prahlad-Jani vit normalement dans une grotte dans les montagnes, mais une fois par an, il vient rendre visite à sa famille pour fêter le festival sacré de Navratri. Là, le yogi est adoré comme un homme saint, qui a eu une vision à l'âge de 7 ans et qui depuis n'a pas mangé un morceau ou bu une seule goutte. Au Ashav Sud Atam, à minuit, le 8e jour de Navratri, 3 déesses me sont apparues et m'ont prié de les suivre. Ma Kali, ma Lakshmi et ma Saraswati. J'ai accepté, je me suis préparé et j'ai demandé « Et ma nourriture ?» Elles ont toutes placé un doigt sur mes lèvres et ont dit « Tu n'as plus besoin de t'inquiéter à propos de ta nourriture maintenant. » J'avais 7 ans et depuis ce jour, je ne mange plus et je ne bois plus. Alors 60 ans sans manger, sans boire, sans énergie, je ne peux simplement pas le croire, c'est impossible à penser. Maintenant, je ne dis plus que c'est impossible. Je dis seulement que je n'arrive pas à l'imaginer. En Inde, il y a toute une tradition de renoncement à la nourriture. Un des facteurs communs à toutes ces histoires est que ces affirmations sont toujours faites par des personnes individuelles et qu'il n'y a absolument aucune preuve objective. Si nous avons autant d'explications dans tant de traditions différentes, pourquoi est-ce que nous pensons que ce sont des mensonges? C'est totalement irréaliste. À vrai dire, il faudrait trouver 4, 5 ou 6 personnes de confiance qui puissent l'observer. Je suis le docteur Sudhir Shah. Je suis le chef du service de neurosciences à l'hôpital Sterling, un centre hospitalier urbain de très haut niveau. Un médecin m'a appelé en me disant qu'il avait appris l'existence de cette personne, Prahlad-Jani, qui n'avait pas mangé ou bu depuis presque 64 ans. J'étais très sceptique à propos de ce qu'il a dit et je lui ai ri au nez. Je lui ai dit « Ce n'est pas croyable, docteur, enfin, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez ?» Vous savez, docteur Shah, je dis juste que des personnes l'ont amené à moi. Je connais ce Mataji depuis quelque temps et si vous voulez l'étudier, je peux lui demander d'aller vous voir. Un jour, il est venu à mon bureau et il m'a dit « D'accord, je vous autorise à m'examiner, mais mon corps ne doit pas subir de traitement invasif. » J'ai dit « Vous devrez être à l'hôpital sous surveillance vidéo constante. Et si ce que vous dites est vrai, je communiquerai vos prouesses au monde entier. Si c'est faux, je devrais littéralement dénoncer l'escroquerie. Si vous êtes prêts, suivez-moi. » Le docteur Sudhir Shah s'est adressé à moi à propos de ce Mataji. Pour la médecine, c'est tout simplement impossible.
Au début, je croyais que c'était sans espoir et que l'expérience ne durerait pas plus de 24 heures, que l'on ne pourrait pas prouver que Prahlad Jani ou Mataji n'ingéraient rien, ne consommaient ni eau ni nourriture, n'évacuaient pas d'urine ou de sel. Cela ne devait être prouvé que physiquement. Il fallait constamment le surveiller, et après, cela pouvait être prouvé. Alors il a été placé sous surveillance constante, sous ma responsabilité. Tout le personnel de sécurité faisait partie de l'hôpital. Il y avait également une surveillance vidéo. Au début, je pensais qu'il trichait, et que ça n'allait pas continuer. Alors, dès le premier jour, j'ai pris toutes les dispositions possibles pour être sûr qu'il ne serait jamais seul un seul instant. Nous avons planifié des rondes de sécurité, des changements de caméraman, pour qu'il ne puisse pas créer de problème. Nous avons poursuivi l'étude en réalisant 2 enregistrements en simultané, afin que même lorsque nous changions les cassettes, il ne puisse pas avoir la possibilité de faire passer de l'urine sans que l'on s'en rende compte. À la fin du projet, notre conclusion était que Primo Prahlad Jani n'avait pas ingéré quoi que ce soit oralement, ni liquide, ni eau, ni nourriture, pendant les 10 jours de l'expérience. Secondo, M. Prahlad Jani n'a pas fait passer d'urine ou de sel pendant cette période. Pourtant, nous pouvions voir la formation d'urine dans sa vessie qui était réabsorbée par sa vessie. J'ai fait cette échographie 2 fois par jour pendant plusieurs jours, matin et soir. Et il y avait des hauts et des bas. Une fois, il y avait 400 ml, puis 200 ml, 300 ml d'urine. Vers la fin de l'étude, l'urine a petit à petit disparu de la vessie. À la fin de l'étude, il n'y avait plus d'urine dans sa vessie. Il prétendait qu'il absorbait l'urine dans son corps, ce qui est difficile à expliquer médicalement. Nous avions un protocole qui comprenait un hémogramme complet, un RSE, un test de fonctionnement rénal, un test endocrinien, un test de fonctionnement du foie, toutes les radios et un scanner de tout le corps. Ce qui était surprenant, c'est que tous les organes étaient normaux morphologiquement. Il a passé tous les tests. Les reins, le foie, la rate, tout était normal. Il n'y avait aucun changement, même pas dû à la vieillesse. Enfin, toutes les choses non invasives que l'on pouvait faire ont été faites dans cet hôpital hautement technologique avec l'aide de consultants très impliqués. Ils étaient tous compétents. La plupart d'entre nous ont été formés à l'étranger. On s'arrachait les cheveux avec ça. C'était la plus grande découverte de toute notre existence jusqu'à présent. Je trouve cela fascinant et absolument incompréhensible. Ça dépasse totalement mon imagination. Je vois cela pour la première fois et si vous me l'aviez dit, je n'y aurais pas cru. Pendant 10 jours, il n'a pas uriné, ni évacué les selles. Il n'a ni mangé, ni bu. Ils lui ont fait subir des tests en laboratoire. On aurait dû s'attendre à un taux extrêmement haut de substances apparaissant dans l'urine. C'est une véritable bombe. Ce que je vous raconte est du vécu. Lorsque ma mère était encore vivante, nous avions de quoi parler à propos de Mataji. Moi aussi, j'avais des doutes sur la véracité de son histoire. Il a grandi comme tous les enfants. Mais un jour, il a soudainement arrêté de boire et de manger. Si quelqu'un le forçait à manger, il vomissait tout. Ils l'ont examiné. Il ne retenait rien. Il vomissait tout de suite. Lorsqu'il a eu 11 ans, il nous a quittés. Il est allé dans la forêt de Mahabaleshwar, où il a médité pendant 6 ans. Puis il a décidé d'aller à Ambaji, où il vit et médite depuis 35 à 40 ans.